Non, alors c'est là où il y a quelque chose qui ne colle pas dans votre raisonnement. C'est que puisque on peut considérer que la Chine échappe à l'impérialisme occidental, elle, devrait, correspondre à un état supérieur de Oui. la démocratie en sortant de alors comment caractériseriez-vous le régime chinois? Est-ce qu'un État de droit peut survivre sans état d'exception? Donc La en fait, réponse vous que avez une théorie pas radicalement pessimiste, en fait. non, justement, parce que c'est là qu'intervient l'imaginaire ensuite. Ah, Mais et si nous n'avons que l'imaginaire comme seule issue, on nous enferme dans ce TINA, there is no alternative, entre soit la démocratie libérale occidentale, imparfaite, soit le régime autoritaire ou totalitaire. sur fond d'accord sur les principes, la pratique démocratique est mise en échec. C'est ça la nouveauté qui me semble la plus parlante du moment historique que nous vivons et c'est ça qui, beaucoup plus que des statistiques sur des démocraties plus ou moins improbables dans l'ensemble du monde, me paraît constituer la question vive de l'heure. On a plus de mal à imaginer la fin de l'État, la fin du libéralisme politique, que la fin du monde. Entre 2007 et 2023, le nombre de démocraties libérales a reculé de 43 à 32. C'est ce qu'indique le rapport de l'Institut indépendant VEDEM. Pour la première fois depuis près de 80 ans, le nombre d'autocraties est supérieur au nombre de démocraties. Cet institut montre également que le nombre de pays en voie de devenir des autocraties est lui aussi en hausse. Le système démocratique perd donc du terrain à l'échelle mondiale. Parallèlement, la démocratie française est classée 23e sur 165 par The Economist. Récemment, les critiques du système français se sont faites de plus en plus pressantes. De nombreuses voix s'élèvent afin de réformer notre démocratie qu'elle considère dysfonctionner. Mais quelles sont les raisons de ce phénomène mondial? Quelles sont les menaces qui pèsent sur la démocratie en France et à l'international? La démocratie va-t-elle disparaître? Eugénie Merriot, vous êtes politologue. Après un doctorat à l'INALCO sur le constitutionnalisme thaïlandais, vous avez été chercheuse à Harvard, vous êtes aujourd'hui maître de conférences à Paris 1 et enseignante à Sciences Po. Vous êtes notamment l'auteur de La dictature, une antithèse de la démocratie et de Géopolitique de l'état d'exception, paru au Cavalier Bleu en 2019 et 2024. Marcel Gaucher, vous êtes philosophe et historien, directeur d'études émérite à l'EHESS. Après avoir été rédacteur en chef du débat fondé par Pierre Nora, publié chez Gallimard, vous venez de sortir Le Nœud démocratique en octobre dernier, après une série de 4 ouvrages sur l'avènement de la démocratie chez Gallimard. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation à débattre au Collège des Bernardins. Eugénie Merriot, j'ai une première question pour vous. Qu'est-ce qui, selon vous, ne va pas avec la Ve République? En quoi est-elle ou n'est-elle pas une république démocratique? Merci beaucoup pour l'invitation, tout d'abord. Alors, la Ve République, la première question qu'il faut se poser sur ce type de régime, c'est sa structure constitutionnelle. D'où nous vient la Ve République en termes d'inspiration? C'est un système qui a été théorisé par Maurice Duverger comme étant semi-présidentiel. Alors, c'est une catégorie qui peut être sujet à débat. En tout cas, ce à quoi elle renvoie, c'est un système qui n'est pas tout à fait un système parlementaire. C'est-à-dire qu'il y a des caractéristiques clé du système parlementaire, avec une responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée, mais une caractéristique monarchique également, avec un président de la République qui est élu au suffrage universel direct, mais qui est irresponsable politiquement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être renversé par l'Assemblée. Et c'est là la grande différence avec un régime parlementaire classique, où dans un régime parlementaire classique, c'est le Premier ministre qui peut dissoudre l'Assemblée nationale et en retour être renversé par elle, ce qui crée un mécanisme d'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Dans le système que nous avons, cet équilibre n'existe pas. C'est un profond déséquilibre au profit du président de la République. Alors, ce système-là a été conçu par ce qu'on appelle les grands professeurs des années 20-30, notamment quelqu'un comme Hans Kelsen, que l'on connaît bien, que les étudiants en droit connaissent bien, qui a été l'un des rédacteurs de la constitution autrichienne de 1919, révisée en 1920, et puis Hugo Preuss, qui a été l'un des rédacteurs de la constitution de Weimar. Donc le grand modèle de notre régime de la Ve République, avec ce président irresponsable d'une part et ces caractéristiques parlementaires d'autre part, ce sont les régimes de Weimar et les régimes autrichiens.
Et alors, ce qui est très intéressant d'un point de vue de la doctrine constitutionnaliste, c'est que à l'époque, l'idée était de créer justement des régimes qui soient à la fois parlementaires, mais aussi très efficaces. C'est vraiment c'est vraiment l'idée de l'efficacité, la rationalisation du parlementarisme. On veut créer une stabilité pour pouvoir faire face aux crises économiques, pour pouvoir faire face aux nouveaux enjeux des années 20-30 qui sont en train de se dessiner. Et on pensait à ce moment-là que ces systèmes-là étaient absolument parfaits. C'est ce qu'on appelle les constitutions des professeurs, rédigées par les meilleurs juristes de leur temps. Mais on a vu que ces constitutions, eh bien, se sont terminées par l'avènement du nazisme. Mais alors même que ça a été le cas, c'est pourtant sur ce modèle-là que nous avons créé notre constitution de la Ve République en 1958, alors que nous savions déjà comment étaient mortes ces deux républiques. Et ce que je voudrais dire, évidemment, qui est très, très important pour la Ve République, c'est non seulement donc cette irresponsabilité politique du président et ce pouvoir de dissolution discrétionnaire du président, mais aussi les pouvoirs de crise, les pouvoirs d'exception qui sont au cœur de cette rationalisation du parlementarisme, qui permettent au président de forcer la main au Parlement afin de, encore une fois, faire face à l'urgence, faire face à la crise. Et cet article 48 de la Constitution de Weimar de 1919, dont on sait qu'il a été l'instrument de l'arrivée au pouvoir des nazis, est également l'inspiration de notre article 16 dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Merci Eugénie Merriot. Marcel Gauchet, est-ce que vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit? Alors, je crois qu'il faut replacer le problème de la crise de la démocratie dans un cadre beaucoup plus vaste que la Ve République française. Des régimes extrêmement différents, aussi différents que celui de la République américaine ou la République française, mais nos voisins européens à des degrés divers connaissent le même phénomène. On a un problème général des démocraties dont il me semble que les systèmes institutionnels sont modérément responsables. C'est le point préliminaire de toute analyse en la matière, je crois. Nous avons affaire à quelque chose qui relève d'une perte d'efficacité des gouvernements au regard des attentes des populations, un sentiment généralisé de frustration des citoyens devant le fonctionnement du système politique dans lequel ils se reconnaissent de moins en moins. Nous avons affaire à une polarisation des opinions, une montée des extrêmes, même si ce terme d'extrémisme doit être utilisé avec beaucoup de précaution descriptivement, qui donnent l'impression d'une sorte de paralysie croissante des régimes démocratiques. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut s'interroger en priorité, en regardant ensuite, dans un deuxième temps, comment les institutions sont en mesure de répondre ou non à cette situation. Parce qu'au fond, je crois d'ailleurs que l'actualité française en offre une bonne analyse. Existe-t-il aujourd'hui un système institutionnel qui permettrait de répondre à cette frustration des citoyens? C'est ça la question qui nous est posée. Et pour le moment, je ne vois pas, même chez les professeurs les plus distingués du monde d'aujourd'hui, qui sont un peu différents de la génération que vous évoquiez, qui soient en mesure d'imaginer un système qui répondrait aux difficultés de l'heure. Il y a une perplexité générale qui fait partie du problème. C'est une grande différence avec ce contexte des années 20-30 dont nous avons effectivement, je crois que l'analyse est évidemment très juste, eu le contre-coup à retardement en France, par rapport à un système très parlementaire qui était celui ou de la Troisième ou de la Quatrième République. Mais je constate, mais peut-être ne suis-je pas suffisamment au courant du débat interne du constitutionnalisme d'aujourd'hui, que l'imagination des constitutionnalistes, qui a été très fertile au XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle, paraît à court de ressources. C'est au fond l'interrogation supplémentaire qui donne à cette crise quelque chose de vertigineux, c'est que nous ne savons plus concevoir
apparemment des institutions nouvelles qui sauraient remédier à cette situation très largement répandue dans les démocraties occidentales. Euh, Est-ce que nous sommes devant une crise institutionnelle ou devant une crise d'un autre ordre dont il faut se demander laquelle? C'est la question, je crois, à laquelle il faut en venir. Je partage le diagnostic d'un problème fondamental qui est celui de l'imagination et des imaginaires constituants. C'est-à-dire qu'en effet, il y a eu le XVIIIe siècle avec une très très grande imagination sur les formes politiques que pourrait prendre une nouvelle organisation de la cité, avec des conceptions de la démocratie qui se sont opposées. On a évidemment en souvenir les conceptions rousseauistes de la démocratie plus radicale, de la démocratie directe. Rousseau qui critiquait très fortement la démocratie représentative, et puis finalement la démocratie représentative qui s'est imposée comme la seule forme de démocratie valide. Et je pense que c'est justement à ce moment-là, aujourd'hui au XXIe siècle, qu'on doit reprendre cette discussion là où nous l'avions laissée, justement, ce qui nous a enfermés dans l'absence de possibilités nouvelles, qui nous a enfermés dans ce carcan de la démocratie représentative, c'est la manière dont nous avons vidé la démocratie, le terme de démocratie, l'imaginaire démocratique, de son sens. Donc c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on parle des régimes autoritaires et des démocraties, en réalité, en tant que chercheuse, moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer la grande filiation entre ces différents types de régimes. Parce que si vous prenez les régimes autoritaires dans le monde entier et les régimes démocratiques dans le monde entier, ce qui me frappe, moi, à l'échelle du temps long, c'est plutôt qu'ils font partie du même modèle. Et ce modèle, il est constitué avec des éléments très caractéristiques. Une constitution, tous les États du monde ont une constitution qui se ressemble peu ou prou, d'ailleurs, à partir des exemples états-uniens et français, et d'autre part des élections. Voilà, donc il y a ces deux mécanismes qui permettent à la fois de légitimer, mais aussi, dans une certaine mesure, de réprimer les aspirations du peuple de faire fonctionner des régimes. Et un autre élément qui est très très caractéristique de l'ensemble de ces régimes à la fois autoritaires et démocratiques, c'est l'existence de l'état d'exception, c'est-à-dire que des libertés sont proclamées dans toutes ces constitutions, même en Iran, même en Arabie Saoudite, vous avez des libertés qui sont proclamées, mais elles sont proclamées sous conditions. Et en fait, la différence entre des régimes autoritaires et des régimes démocratiques, dans leurs caractéristiques institutionnelles, dans leur rhétorique juridique, va plutôt être une question de degré, c'est-à-dire quelle est la part de la population qui est incluse dans cette égalité, dans cette protection du droit, et quelle est la part de la population qui en est exclue. Et ce qu'on observe dans les démocraties libérales, et c'est là vraiment qu'on peut voir des phases de retrait de la démocratie libérale dans le monde, c'est lorsque l'état d'exception inclut, c'est-à-dire se diffuse de plus en plus et inclut de plus en plus de populations, c'est-à-dire qu'il exclut de plus en plus de populations de sa protection. Alors des grands mouvements, il y en a eu plusieurs dans l'histoire, c'est cyclique. On a évidemment le moment des années 20-30 dont j'ai déjà parlé, avec la généralisation en effet d'un état d'urgence qui d'abord est économique, avec la généralisation dans toutes les démocraties libérales occidentales du gouvernement par décret-loi, puis par décret, qui devient le mode général de gouvernement. Donc les parlements sont dépossédés dans le monde entier par ce recours à l'état d'urgence qui se diffuse. Et aujourd'hui, depuis le 11 septembre 2001, on assiste à un même phénomène avec un parlement qui est encore plus dépossédé au profit de l'exécutif par le biais de l'état d'urgence qui se généralise depuis 2001. Donc on a selon moi, ces grandes vagues de flux et de reflux de la démocratie qui, si on parle d'une démocratie libérale, qui sont en réalité des questions de frontières mouvantes entre les inclus et les exclus du contrat social. Et historiquement, le contrat social au XVIIIe siècle a été un contrat social d'exclusion. Donc en cela, nous ne sommes pas en rupture avec le contrat social du libéralisme démocratique, qui était fondamentalement un contrat social d'exclusion. Si on reprend la question de l'imaginaire constituant, en effet, il y a plusieurs modèles de démocratie qui se différencient
celui que nous connaissons qui recoupe à la fois les régimes autoritaires et les démocraties. Je pense évidemment à la démocratie athénienne. Alors il y a des débats sur cette démocratie athénienne, sur son caractère très imparfait ou plus imparfait, en fonction d'ailleurs des projets politiques des historiens qui se saisissent de cette question. Est-ce qu'il faut rendre cette démocratie athénienne parfaite pour pouvoir s'en inspirer, ou au contraire terrible pour légitimer notre régime actuel? Mais il y a également d'autres modèles. On peut penser à un troisième âge de la démocratie qui s'inspirerait des projets de démocratie radicale. On peut penser à la Commune de Paris, on peut penser à la Commune de Shanghai aussi, parce que ne restons pas uniquement en Occident. Donc il y a tous ces imaginaires à ouvrir et qui, selon moi, restent fermés parce que on nous enferme dans ce TINA, there is no alternative, entre soit la démocratie libérale occidentale, imparfaite, soit le régime autoritaire ou totalitaire. Ce qui nous empêche complètement d'aller au-delà pour penser des nouvelles formes de participation politique, alors que c'est justement ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Alors, ces formes de participation politique, on les connaît très bien. On a eu d'ailleurs déjà un certain nombre d'expérimentations historiques. La Catalogne libre. Le, le problème, c'est la mise en forme de cette démocratie directe. C'est que l'idée est parfaitement banale en un sens, hein, la décision collective prise par l'ensemble des citoyens à des niveaux qui restent à définir à chaque fois, local, régional, national. La part de la démocratie directe dans la démocratie représentative, elle aussi, un vieux sujet. Mais je constate que si cette idée de démocratie directe est très populaire, on en a eu un exemple récent dans l'histoire française avec la manière dont le mouvement des Gilets jaunes a mis en avant la revendication du référendum d'initiative citoyenne, hein, puisqu'il y a deux formes de référendum, il faut rappeler l'enjeu ici, le référendum d'initiative gouvernementale et le référendum d'initiative citoyenne. Ce n'est pas du tout la même chose, puisque l'expérience montre assez que le référendum d'initiative gouvernementale est en général un instrument de gouvernement qui est destiné à légitimer un pouvoir en place d'une manière ou d'une autre, alors que le référendum d'initiative citoyenne consiste à poser une question à l'ensemble des citoyens à partir de la demande des citoyens eux-mêmes que cette question soit posée. Effectivement, c'est un agenda qui est maintenant ouvert, mais je suis frappé, encore une fois, par le fait qu'au-delà de la revendication du principe, la mise en forme concrète, qui est le problème politique numéro un, finalement, dans la démocratie, je vais y revenir sur le pourquoi, reste en panne d'une façon très étonnante quand on pense à ce qu'est la revendication qui émerge aujourd'hui de plus en plus dans les démocraties, qui est celle, par ailleurs, c'est documenté par toutes les études d'opinion à une échelle très large, la demande d'un pouvoir fort. Il y a à la fois la demande d'une démocratie plus directe et la demande d'un pouvoir fort dont on ne voit pas très bien comment il pourrait s'articuler, mais l'existence de ces deux ordres de revendication montre très bien, je crois, la perplexité immense qui travaille les démocraties d'aujourd'hui. Ce climat est très étonnant quand on prend le recul du temps, car l'époque que vous évoquiez, Madame, tout à l'heure, les années 20-30, pour les gens qui ont vécu un peu plus longtemps que vous, moi par exemple, représente un changement énorme d'ambiance collective. Les années 20-30, le sillage de la Première Guerre mondiale, ça va donner l'âge des totalitarismes. Le totalitarisme communiste en Union soviétique et le totalitarisme fasciste italien et le totalitarisme national-socialiste allemand, pour ne prendre que les principaux, parce qu'il y a eu des périphéries plus ou moins, de degrés plus ou moins totalitaires sur lesquels il n'est pas très intéressant de discuter, puisque la polarisation était
à son paroxysme, et c'est les exemples paroxystiques qui sont les plus parlants. Donc, le fait troublant d'aujourd'hui, par rapport à cette époque, caractérisée par l'idée que les démocraties libérales bourgeoises sont condamnées historiquement et que le moment est venu de les dépasser au profit de régimes supérieurs qui vont on peut rassembler commodément sous l'étiquette totalitarisme à condition de bien la préciser. Mais en tout cas, le diagnostic dominant dans toute cette période, qui met les principes libéraux sur la défensive et avec un sentiment de grande précarité, c'est l'idée qu'il y a un au-delà de la démocratie libérale qui s'impose absolument et dont les régimes totalitaires de l'époque représentaient l'avant-garde. Aujourd'hui, le grand phénomène, c'est l'absence de revendication de type totalitaire dans nos démocraties. On peut dire que les principes de la démocratie libérale ont gagné planétairement, c'est-à-dire même les régimes autoritaires ou les autocraties diverses et variées qui fleurissent un peu partout, en général, se revendiquent, sauf exception, des principes démocratiques tout en les arrangeant à leur sauce de manière à les détourner, bien évidemment, au profit de formules autoritaires et de soustraction de la décision aux communautés de citoyens. Mais le contexte des nouveaux de la période que nous connaissons, qui s'est inauguré dans les années 1980 du siècle dernier, c'est le triomphe des principes de la démocratie libérale, c'est-à-dire avec le double souci de protéger les droits fondamentaux des individus, l'état de droit, comme dans une acception très générale, et d'autre part, le souci d'une adéquation des pouvoirs aux vœux des citoyens manifestés par un vote libre. Définition très minimale de la démocratie libérale, universellement revendiquée, pas universellement pratiquée. Ça, c'est en effet une question importante. Et quand on parle du recul de la démocratie à l'échelle du monde, dans ces typologies, il faut s'interroger sur leur définition de la démocratie, qui est souvent assez branlante, assez floue, et pose beaucoup de questions. Mais leur existence est typique puisqu'on est dans un mouvement de diffusion des principes démocratiques et de revendication de ces principes. Le problème nouveau, c'est que une fois qu'on a ces principes, on n'a rien d'une certaine manière. En tout cas, on n'a pas la réponse aux questions que se posent aujourd'hui l'ensemble des citoyens dans les démocraties libérales, spécialement occidentales, disons l'Europe et les États-Unis pour faire court, plus quelques enfants de l'Europe, comme on les appelait classiquement, aux antipodes comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Dans ce contexte-là, l'étrangeté de la situation, c'est que sur fond d'accord sur les principes, la pratique démocratique est mise en échec. C'est ça la nouveauté qui me semble la plus parlante du moment historique que nous vivons, et c'est ça qui, beaucoup plus que des statistiques sur des démocraties plus ou moins improbables dans l'ensemble du monde, me paraît constituer la question vive de l'heure. Marcel Gauchet, vous analysez l'écart qui existe entre l'accord sur les principes démocratiques et la mise en échec de la démocratie. Est-ce que pour vous, il existe des critères pour être une bonne démocratie, ou il suffit juste que les gens se sentent en démocratie ? Il est difficile de penser, en tout cas à contrario, qu'un régime où les gens ne se sentent pas en démocratie pourrait s'appeler démocratie. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut l'apprendre. L'idée démocratique la plus générale, la plus diffuse, la plus difficile à caractériser, c'est le sentiment d'une correspondance majoritaire dans une communauté politique entre l'exercice du pouvoir et ses finalités et le vœu majoritaire des citoyens que la procédure électorale est supposée assurer. Cette correspondance-là, normalement, un système de suffrage libre avec la possibilité des partis ou des personnes, d'ailleurs, de se présenter
à l'élection est supposé le garantir. Et c'est ça qui fait problème. On élit ce qui est la crise actuelle des démocraties, qui n'est pas une crise violente visant à renverser des régimes en place pour leur en substituer un meilleur, mais qui est plutôt une crise rampante, qui se traduit en frustration, beaucoup plus qu'en révolte ouverte avec des contestations directes des pouvoirs en place. C'est cette nécessité d'adéquation qui permet d'éviter toute une série d'écueils sur les procédures institutionnelles, puisqu'on sait que diverses procédures institutionnelles peuvent produire le même résultat. Donc, quelle est la meilleure? Ensuite, c'est une discussion ouverte. C'est ça qui donne le là démocratique à partir du moment où la liberté première est garantie, qui est celle de la liberté d'exprimer son opinion pour les citoyens. Alors, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Donc, la première, c'est sur le référendum. Je voudrais renvoyer aux travaux de penseurs justement des années 20. Je pense notamment à Sun Yat-sen, qui est un grand penseur, qui est le fondateur de la République de Taïwan, qui a ce texte très célèbre sur les différents moyens de participation politique. Et lui, la compréhension qu'il avait de la démocratie occidentale après son voyage aux États-Unis, c'est que la démocratie, la participation du peuple, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, s'exprimait par 4 mécanismes qui étaient tout à fait standards de l'Occident. C'est ce qu'il avait compris. Ces 4 mécanismes, c'est en effet le vote des représentants, c'est la démocratie représentative, mais aussi le vote révocatoire de ces représentants, et ensuite 2 types de référendums qui n'ont pas d'ailleurs le même nom en chinois, le référendum d'initiative et le référendum de ratification. Et seulement quand ces 4 moyens sont ouverts à l'ensemble de la population, on peut parler, selon lui, de démocratie représentative. Donc, en fait, dans cette définition de la démocratie qui reste une démocratie représentative, c'est-à-dire qu'elle n'est pas directe, il y a quand même à la fois le référendum révocatoire ou le vote révocatoire et 2 types de référendums. Et d'ailleurs, c'est dans la constitution taïwanaise aujourd'hui et c'est pratiqué avec de très nombreux référendats à Taïwan. On peut d'ailleurs souligner qu'il y a des enjeux de conflit de légitimité assez forts entre le référendum et la justice constitutionnelle. Je ne sais pas si on pourra développer ce point, mais en tout cas, dans cette question, sur la crise de la démocratie, il y a en effet un effort de définition à faire. Est-ce que c'est la démocratie qui est en crise, c'est-à-dire cet idéal, ou est-ce que c'est la forme particulière que l'Occident a voulu donner à cette démocratie-là, c'est-à-dire sa forme représentative, sa forme libérale? Et aujourd'hui, ce qui est remis en cause, c'est plutôt l'adjectif libéral que le mot démocratique. Si vous prenez la Chine, si vous prenez la Corée du Nord, si vous prenez tous ces États qui sont considérés comme les grands autres de la modernité occidentale libérale, tous ces États-là se revendiquent de la démocratie. Mais en revanche, ils ne se revendiquent surtout pas du libéralisme. Ils peuvent s'appeler socialistes aux caractéristiques chinoises, par exemple. Ils peuvent s'appeler post-libéraux, comme par exemple à Singapour, ou autoritaires ou souverains, comme en Russie ou en Hongrie. Donc, ce qui est remis en cause, c'est le libéralisme. Et pourquoi est-ce que le libéralisme est remis en cause plutôt que la démocratie? Eh bien, parce que le libéralisme, historiquement, c'est une pensée de l'impérialisme. Et dans la genèse de la pensée libérale, il y a toujours eu cet impérialisme, c'est-à-dire le libéralisme, ce sont des libertés qui sont proclamées pour quelques-uns au détriment d'autres. Et on retrouve cette idée-là dans tous les penseurs du libéralisme, de Locke jusqu'à Rawls. Et les plus grands, peut-être les plus emblématiques sont Mill et Tocqueville, qui ont véritablement, dans leur correspondance et dans leurs écrits au XIXe siècle, théorisé le principe d'une application duale du droit en fonction du degré de civilisation. Donc historiquement, le libéralisme, ça a été le moyen pour les démocraties occidentales d'imposer au reste du monde, par la violence, un modèle dont ils ne voulaient pas. Et donc, il y a cette immense tension dans le libéralisme entre la proclamation d'idéaux universels, c'est-à-dire de grandes libertés universelles, qui ne sont en réalité réservées qu'à quelques-uns. Et pendant très longtemps,
on a cru que, et beaucoup ont cru à cette fable, que le libéralisme pourrait peu à peu inclure dans son contrat social l'ensemble des peuples du monde. Mais la crise de la démocratie libérale, à mon sens, aujourd'hui, elle est celle du libéralisme qui montre que finalement, cette croyance que nous avons eue n'arrivera jamais. Parce que la démocratie libérale, le caractère libéral de la démocratie, a toujours besoin de produire de l'exclusion pour favoriser des libertés à quelques-uns. Évidemment, c'est la question en premier de la propriété qui ne peut être consacrée pour quelques-uns qu'au détriment des autres. Et c'est sur cette tension clé du libéralisme, pensée profondément excluante, que cette crise de la démocratie libérale est devant nous aujourd'hui. Donc il faut lier absolument, selon moi, cette crise de la démocratie libérale à une question géopolitique, c'est-à-dire là, les démocraties libérales occidentales ont créé ce récit sur elles-mêmes de la modernité et l'avènement des droits humains, du contrat social et l'universalisme, en niant le caractère impérialiste de cet universalisme. Lorsque ce récit peut s'imposer par la force, parce que l'Occident domine et est hégémonique sur le reste du monde, l'illusion de la démocratie libérale peut perdurer. À partir du moment où la géopolitique, les rapports de force géopolitiques mondiaux changent, tout le grand récit occidental s'effondre. Et c'est le cas avec la Chine. Lorsque la Chine ne transite pas vers la démocratie, elle remet en cause tout le récit sur lequel se sont fondées les démocraties libérales. Et quand on pense à Fukuyama qui proclame que la démocratie libérale est l'horizon indépassable du monde et que l'Occident est le futur du monde, la Chine dit non. Nous avons d'autres futurs auxquels nous aspirons. Nous nous développons, nous sommes urbanisés, nous sommes éduqués, nous sommes riches, nous sommes technologiquement plus avancés, mais nous ne voulons pas du libéralisme et nous le refusons. Donc, il y a ce lien très très important à faire et non pas il ne s'agit non pas d'une remise en cause de l'idéal démocratique, mais du libéralisme civilisateur, donc de la mission civilisatrice de l'Occident. Et si je me permets de parler du point de vue du Sud, qu'est-ce que la théorie de la paix libérale démocratique? La grande théorie de Kant vers un projet de paix perpétuelle à la fin du XVIIIe siècle, c'est l'idée selon laquelle si tous les États du monde sont des républiques démocratiques, libérales, eh bien la paix adviendra dans le monde. C'est un projet, encore une fois, un projet libéral qui aurait pu être une très très bonne idée. Mais ce projet a été dévoyé puisque tout au long de l'histoire, l'Occident n'a eu de cesse que d'utiliser cette prophétie-là pour faire la guerre aux quatre coins du globe, pour coloniser aux quatre coins du globe, pour amener la civilisation, le développement, la démocratie, vous l'appelez comme vous voulez, pour en fait dominer. Donc ça a prouvé, ça a discrédité durablement aux yeux du reste du monde le projet démocratique, libéral, occidental, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui ce projet je pense, a touché ses limites. Si je vous entends bien, la vraie démocratie, c'est la Chine aujourd'hui. Pas du tout, non. Ah non, alors c'est là où il y a quelque chose qui ne colle pas dans votre raisonnement. C'est que puisque on peut considérer que la Chine échappe à l'impérialisme occidental, elle devrait correspondre à un état supérieur de la démocratie en sortant du... Alors, comment caractériseriez-vous le régime chinois? Je suis quand même très curieux d'entendre la réponse à cette question. Juste un petit mot sur le Collège des Bernardins avant de poursuivre ce débat. Le Collège des Bernardins, c'est un lieu de dialogue porté par la recherche, la formation, l'art et le débat. C'est aussi une association qui vit à 45% grâce à votre générosité. Afin de nous aider à construire une société plus à l'écoute de l'opinion de l'autre, nous vous invitons à devenir mécène du Collège des Bernardins en cliquant sur le lien en description. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker et vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez également retrouver tous nos contenus sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt. Comment caractériseriez-vous le régime chinois? Je suis quand même très curieux d'entendre la réponse à cette question. Oui, bien sûr, c'est un régime autoritaire, absolument. Alors, autoritaire veut dire, donc pour vous, l'alternative,
c'est ou la démocratie autoritaire, si tant est que le mot de démocratie puisse s'appliquer dans la Chine, qui est un État post-totalitaire, c'est-à-dire héritier d'un régime authentiquement totalitaire, que le totalitarisme communiste. On peut, je ne vois pas comment on peut caractériser très bien comment on peut sortir, autrement dit, de cette alternative libéralisme-autoritarisme qui est quand même, dont on peut considérer comme un immense progrès, de la démocratie en général comme idéal, la sortie de l'âge impérial de la démocratie occidentale. Donc, j'ai du mal à entrer dans votre raisonnement qui me semble contradictoire, puisque normalement, le retrait de fait de l'impérialisme colonial, qui a été une des grandes caractéristiques de la deuxième moitié du XXe siècle, du siècle passé, devrait s'être traduit par l'apparition de démocratie d'un type nouveau que nous ne connaissions pas, puisque nous étions à l'intérieur du système que vous décrivez, construit sur l'exclusion de ceux qui ne sont pas dans la liberté par rapport à ceux qui en bénéficient. L'émancipation globale, qui est d'ailleurs le vrai sens de la mondialisation d'aujourd'hui, la mondialisation, c'est d'abord la post-colonisation. Le retrait, en tout cas, ou alors il faut le retrait des formes manifestes de la domination occidentale, ou alors il faut montrer, ce qui ne me semble pas évident, que en fait cette domination occidentale se maintient sous des formes occultes. C'est une thèse très répandue, je le sais bien, mais qui jusqu'à présent ne paraît pas avoir réuni à son appui des arguments très convaincants. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le retrait de la colonisation permet une relative émancipation dont on peut considérer que la Chine, l'Inde sont les grands témoins asiatiques à côté de quelques autres? Pourquoi l'autoritarisme dans ces cas-là? Alors justement, on touche là vraiment au cœur de la question de l'imaginaire et de l'imagination et de la manière dont on peut penser des nouveaux modèles. Et je voudrais parler de Montesquieu. Montesquieu qui, dans l'Esprit des lois en 1748, montre bien que la France de la monarchie absolue, de Louis XIV, de Louis XV, se rapproche davantage de la monarchie impériale des Qing, c'est-à-dire une monarchie sans légalité, sans état de droit, que du Royaume-Uni qui pourtant lui est beaucoup plus proche. Et donc ça permet d'ouvrir un imaginaire et en effet il y a un modèle qui est le modèle britannique. Alors dans la situation dans laquelle nous trouvons aujourd'hui, en 2024, justement, nous n'avons pas ce modèle alternatif, ce modèle nouveau. Et ça renvoie à ce que nous avons dit précédemment, c'est-à-dire il faut le faire émerger. Mais pour le faire émerger, il faut d'abord penser une comparaison, penser des comparaisons différentes. C'est-à-dire qu'il faut être capable de se penser en semblable de la Chine. Alors je sais que c'est compliqué, mais c'est-à-dire qu'il faut être capable de penser que les Français comme les Chinois sont face à une dépossession et ne sont pas dans une véritable démocratie, alors même que l'idéal démocratique est proclamé comme étant à la source de ces modèles politiques. L'un parlant du libéralisme pour le caractériser, l'autre de socialisme à caractéristique chinoise. Donc quand on entre dans ce mode de raisonnement-là, qui demande un effort, en effet, je suis tout à fait d'accord, cela permet ensuite de penser autre chose qui se différencie tout à la fois de la démocratie représentative libérale avec tous les écueils que nous venons de dire et de ce régime autoritaire chinois. Et donc pour être capable de penser des nouvelles formes politiques, il faut croire que nous sommes capables de faire mieux que la démocratie libérale occidentale. Et faire mieux, ça veut dire évidemment ne pas faire comme la Chine, faire autre chose. Donc la question de l'alternative, c'est toujours celle-là. C'est est-ce que si on sort de la démocratie libérale occidentale, c'est pour aller vers du pire, ou est-ce qu'on peut penser qu'on peut aller vers du mieux? Et c'est tout le sens de mes travaux, c'est de dire que nous sommes capables de faire mieux. Et quand Emmanuel Macron disait, par exemple, lors de la crise des Gilets jaunes, mais enfin, allez en dictature et vous verrez, c'est une insulte incroyable à tous ces Gilets jaunes qui ont perdu des yeux, qui ont perdu des mains,
pour qui la dictature, c'est réel, c'est dans leur corps, ils vivront avec toute leur vie. Donc, cette phrase d'Emmanuel Macron, elle renvoie en fait, à l'argumentaire premier de la démocratie libérale occidentale avec ses imperfections, c'est que c'est le pire système à l'exception de tous les autres. Et il faut sortir de cet enfermement-là pour justement répondre à ce que vous disiez en tout début d'émission, c'est-à-dire il faut renouveler nos imaginaires constituants, il faut penser de nouvelles formes d'organisation politique. Donc c'est justement si on pense que la sortie de la démocratie libérale occidentale, c'est forcément la Chine, on ne pourra jamais penser d'autres modèles. Et pour revenir peut-être à la Ve République, c'est exactement le même processus avec la Ve République. Je suis constitutionnaliste, j'enseigne le droit public à l'université. Tous les programmes scolaires sont conçus pour légitimer la Ve République comme la pire république à l'exception de toutes les autres. Et ça permet d'empêcher de réfléchir à un autre régime. Parce qu'on nous dit, si on sort de la Ve République, on entre dans la Quatrième République. C'était l'instabilité. Ou alors, on entre dans quelque chose d'encore pire, et c'est le bonapartisme complètement assumé de Napoléon Ier ou de Napoléon III. Et justement, encore une fois, il faut changer les comparaisons, se dire la Ve République, elle est très très proche du bonapartisme. Sortir de la Ve République doit nous permettre d'aller aussi loin du bonapartisme que de la Quatrième République. C'est-à-dire refuser ces alternatives dans lesquelles on nous enferme pour imaginer. Et Raymond Aron, je sais qu'il vous inspire beaucoup, mais l'un de ses livres sur le totalitarisme, justement, participe de cette légitimation-là en montrant qu'il n'y a que deux systèmes. Il y a la démocratie libérale occidentale qui est presque parfaite et son autre, le totalitarisme qui est l'enfer. Donc ça crée des dichotomies extrêmement hermétiques qui nous empêchent de penser. En fait, ce que ça construit, ce discours-là, ça construit l'ignorance. Croyez-vous que la notion d'empêchement de penser me laisse très perplexe? Qu'est-ce qui vous empêche de penser? Qu'est-ce qui m'empêche de penser en dehors des clous de la Ve République, qui n'est certes pas un régime parfait? J'avoue que cette invocation d'un imaginaire qui devrait naître de la sortie de l'enfermement me laisse perplexe, parce que je voudrais, dans le principe, pourquoi pas? Je suis pour l'imagination, c'est une vertu capitale de l'esprit humain, c'est pas douteux à mes yeux, mais je voudrais voir des amorces de sortie de cet enfermement que je ne discerne pas. Je connais ce mode de raisonnement, si je puis dire, depuis mon enfance intellectuelle. C'est exactement ce qui nous est arrivé, ce qui a prévalu avec l'idée de déconstruction qui a fait Florès dans la philosophie depuis les années 50 ou 60. Mais déconstruisons, mais qu'est-ce qu'il en sort? Et là, je ne vois pas la sortie de cet enfermement. Je voudrais au moins une piste concrète qui me donne une idée de ce qu'on peut imaginer en dehors de tout ce qui a été déjà élaboré par l'imagination politique, comme en fonction d'ailleurs essentiellement de cette alternative majeure entre démocratie libérale représentative, puisque c'est les trois mots qu'il faut en fait lier pour bien comprendre de quoi il s'agit, et démocratie directe. Et avec toutes les recherches d'ailleurs tout à fait légitimes, Taïwan que vous évoquiez est un exemple très très intéressant du problème. Comment hybrider ces deux pôles entre lesquels on ne voit pas de troisième terme, hein, je veux dire, où tous les citoyens participent directement à l'existence collective sous la forme d'une décision souveraine, où on élit un corps de représentants qui, dans une mesure qu'on espère relativement proche des citoyens, mais qui ne l'est jamais, c'est la faille de tout système représentatif. Par définition, un système représentatif est très imparfait. La question, c'est le degré de l'imperfection. On peut essayer de se rapprocher d'un mieux. Donc on peut faire mieux. Oui, ça, je partage tout à fait cette idée. Mais donc on cherche des convergences. Mais là, on a une problématique tout à fait établie à l'intérieur de laquelle on peut proposer des solutions, les tester, expérimenter. On a oublié cette idée qui a été en vogue il y a quelques décennies et qui me semble bonne. On peut
c'est très intéressant de voir des expériences. On en fait encore quelques-unes très limitées, mais je ne vois pas comment sortir de ce pôle, de cette polarité entre deux formules, au-delà desquelles je n'aperçois pas de pistes possibles. Alors, une question fondamentale à cet égard, je pense, c'est la question des échelles. Donc, en effet, il y a deux pôles très nets, la démocratie représentative et la démocratie directe ou radicale. Mais se pose aussi la question des échelles auxquelles Oui, nous réalisons ces différentes formes d'organisation politique. Est-ce que l'État est encore l'échelle pertinente? Il y a beaucoup de travaux sur la question du municipalisme, par exemple, qui permettraient de mettre en place des formes de démocratie beaucoup plus directes, comme ça avait été le cas sous la Commune. Je pense à quelqu'un comme Murray Bookchin, par exemple, qui a beaucoup écrit, mais c'est toute une littérature extrêmement développée. c'est le courant anarchiste C'est le courant anarchiste qui qui a eu ses lettres de noblesse depuis le 19e siècle. et qui a de nouveau, qui est de nouveau au centre Oui, de nombreuses, réflexions avec des maisons d'édition, donc c'est un domaine de la pensée qui est très, très actif puisque ce sont des formes d'organisation politique qui n'ont pas encore été, très, très largement, utilisées. Il y a aussi tout un retour sur, des formes d'organisation politique qui peuvent être conduits à des échelles intermédiaires entre le municipalisme et l'État. Et puis, il y a aussi toute une réflexion sur la dimension mondiale, la dimension globale. Donc, la question des échelles, elle va, selon moi, nous permettre aussi de penser des nouvelles formes d'organisation politique qui sortent de la démocratie représentative, qui est fondamentalement liée ce cadre qui est le cadre de l'État-nation. oui, mais il faut bien définir, c'est même le point problématique par excellence dans la démocratie, le cadre de la définition de la loi, qui est le seul mode acceptable de gouvernement de société libre. Ne disons pas libérale, libre. C'est à partir de règles définies collectivement que on peut parler de régime de liberté. Au-delà de tout système d'imposition d'un arbitraire personnel, c'est le vieux modèle royaliste, enfin, ou bien d'un modèle autoritaire, ou bien d'un modèle qui confie le pouvoir à des représentants, mais qui ont tout pouvoir. Donc, on est enfermé quand même dans des rails extrêmement dont on peut dire qu'on a expérimenté l'essentiel des ressources aujourd'hui. Je crois qu'on peut le dire. Donc, c'est là où se pose cette question de l'imagination. Il faut bien un niveau pertinent. Quel est le bon niveau? On peut faire une loi mondiale. Bon, on le fait d'ailleurs un peu. Il y a des règles reconnues internationalement aujourd'hui d'application incertaine, parce que c'est là que se joue le problème. C'est qu'il faut non seulement définir les règles, mais il faut les appliquer. Et c'est là où la question démocratique la plus difficile se pose. C'est comment applique-t-on prenons des décisions collectives. Comment les applique-t-on? Prenons un exemple très simple, qui est l'écueil du référendum d'initiative citoyenne qu'on évoquait tout à l'heure. Sur le papier, très bien, mais en pratique, en réalité, le danger extrême de cette formule est d'aboutir à donner un plus grand pouvoir au pouvoir en place, car il a une capacité que ne donne pas le référendum d'initiative citoyenne, qui est l'agenda de l'exécution des décisions qui sont prises. Et qui a le pouvoir d'agenda dans la démocratie ou dans n'importe quel régime a en fait le vrai pouvoir, c'est-à-dire celui de prioriser telle ou telle demande qui va forcément interférer sur les moyens qui seront mis à la disposition des suivants, par exemple, si on prend le prisme financier, ou l'impossibilité qu'on peut très bien utiliser entre des dispositions qui ne seront pas forcément harmoniques entre elles, puisque la grande question de la politique, c'est la hiérarchisation dans la politique pratique. Hein. Il y a des urgences, il y a des choses qu'on considère secondaires, il y a des choses qu'on considère à horizon éloigné, il y a des choses immédiatement pressantes.
c'est celui qui définit cet agenda qui a le vrai pouvoir. Donc la question, en fait, sur laquelle nous butons, c'est qu'on peut s'accorder sur la base de principes. C'est une question que je vais vous poser, dont vous admettrez qu'on les appelle libéraux ou pas, l'universalité. Il y a des droits universels. Alors, parce que finalement, la question récusée par les Chinois dont vous parliez, c'est l'idée de principe universel. C'est ça qui est l'enjeu de la discussion avec la pensée chinoise d'aujourd'hui. Je ne parle même pas de la pensée officielle du régime, la pensée de gens indépendants. C'est l'universalisme occidental. Est-ce que les principes que nous revendiquons sont universels ou pas? Ou est-ce qu'ils sont propres à une culture particulière qui s'est imposée aux autres? Mais s'il y a on peut s'accorder à une échelle très large sur des principes universels, mettons l'Europe d'aujourd'hui, l'Union européenne d'aujourd'hui, qui est quand même un très vaste espace politique, on fait des règles, comment les applique-t-on? Et on s'aperçoit que c'est là qu'est la faille du système, parce que ces applications sont extrêmement inégales et qu'il y a des ruses avec les règles, il y a toutes sortes de luttes à partir de ces règles d'intérêt entre les différents acteurs. Donc la question, elle est là. C'est que dans la démocratie, il ne suffit pas de décider, il faut exécuter. Et nous avons des pouvoirs exécutifs pour ça. Et c'est en fait derrière toutes les entraves à la démocratie que nous avons évoquées d'une manière ou d'une autre, c'est la question du pouvoir exécutif. C'est là-dessus que bute la démocratie, libérale ou pas. C'est évidemment fondamental, l'État, et je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est le point central, et l'état d'exception permet à l'état de droit d'exister, c'est-à-dire le fait que l'on puisse appliquer de façon arbitraire des décisions est ce qui permet à l'État d'exister, de se maintenir et ensuite de s'auto-limiter dans une certaine mesure parce qu'il y a cet état d'exception qui permet justement de se soustraire à ses propres règles lorsque la circonstance l'exige. Enfin, admettez que si on parle à l'échelle française ou en tout cas européenne, l'état d'exception n'est pas quelque chose qui nous est d'un usage très familier aujourd'hui. Il a pu l'être par le passé. C'est pas ce qui caractérise quand même majoritairement les régimes européens ou le régime américain, d'ailleurs. L'usage. Alors si justement l'ensemble de l'histoire constitutionnelle des grands empires, c'est-à-dire les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, si on prend uniquement ces trois-là, c'est l'histoire de l'état Oui, d'exception. oui, non, mais aujourd'hui. Et alors, bon, on peut faire l'histoire, mais si vous voulez aller directement à aujourd'hui, c'est possible aussi. Prenons la France de 2024. Nous avons en France déjà une 5e République qui est née dans l'état d'urgence en 58, avec cet état d'urgence. Elle est née en état de guerre, mais pas seulement, elle est née en état d'urgence civile, c'est-à-dire la loi du 3 avril 1955, qui est précisément un état d'urgence civile pour soustraire les Algériens à la protection du droit international de la guerre. Donc justement, cet état d'urgence civile, il sert à imposer une sorte d'état de guerre civil, c'est-à-dire non pas militaire, mais qui donne le pouvoir au pouvoir exécutif civil. Donc c'est notre 5e République, elle est fille de cette loi d'état d'urgence du 3 avril 1955. Et ensuite, cette loi du 3 avril 1955 a été mise en œuvre en France, en particulier dans les colonies, mais aussi sur le territoire métropolitain, et en particulier sur les corps des immigrés algériens. Et des populations issues de l'immigration. Il y a eu les banlieues, évidemment, et aussi 2015. De 2015 à 2017, 2 années pleines d'état d'urgence avec près de 5000 perquisitions administratives. Et ensuite, cet état d'urgence-là est rentré dans le droit commun. Donc aujourd'hui, les pouvoirs du préfet, notamment en matière de dissolution des associations, sont directement issus de l'état d'urgence. Donc nous vivons dans un état d'urgence généralisé. Et cet état d'urgence
continue de nourrir des nouvelles lois, comme par exemple la loi sur les Jeux Olympiques, qui a permis de généraliser des formes de surveillance algorithmique. Donc l'état d'urgence, on ne peut pas dire qu'il n'est pas très important dans la fabrique de notre ordre juridique français. Et je pourrais vous faire la même démonstration pour le Royaume-Uni et Oui, les oui, non, mais États-Unis. ça, juridiquement, vous avez raison. Reconnaissez que dans la vie quotidienne de la très grande majorité de la population, l'existence de cet état d'urgence n'est pas paralysant pour les libertés personnelles. C'est une disposition juridique, mais on ne peut pas en faire l'essence du régime du point de vue de sa pratique quotidienne et du point de vue de son vécu par la masse des citoyens, qui d'ailleurs, aujourd'hui, l'ignorent superbement pour la grande majorité d'entre eux. Donc, c'est là où il y a la caractérisation juridique des régimes est quelque chose d'extrêmement difficile parce qu'elle est en général, très souvent, éloignée de la pratique effective telle qu'elle est vécue par la grande masse de la population. Est-ce qu'on peut tirer des conclusions de fond sur l'essence, j'emploie des mots forts à dessein, de dispositions légales qui ont une fonction circonstancielle? 2015, c'est la lutte contre le terrorisme. Alors, est-ce qu'on peut lutter contre une grande question politique parfaitement ouverte? Je ne songe pas une seconde à le nier. Est-ce qu'une lutte contre le terrorisme peut se faire dans les conditions de la légalité habituelle, hors de toute exception juridique? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à la question. Je voudrais bien en avoir une. D'ailleurs, ce serait très intéressant. Oui, alors tout savoir est évidemment situé. Et c'est très intéressant que vous parliez de la situation vécue. Parce que justement, historiquement, la pensée du contrat social, ça a été une pensée située chez l'homme, le sujet autonome, plutôt propriétaire, plutôt bourgeois et plutôt impérialiste. Et toute l'histoire de la théorie Je ne critique, le crois pas. Mais si on prend Locke en tout cas, si on prend Locke, si on prend tous les auteurs libéraux que j'ai cités, euh, c'est surtout une pensée abstraite, la pensée libérale. mais justement, donc tout savoir est un savoir situé, sauf que le savoir situé du contrat social libéral, c'est un savoir situé qui s'ignore, qui se pense universel, qui se pense abstrait, Oui, mais et toute l'histoire de est-il la... universel? Parce que qu'il se pense universel, c'est certain. La question, c'est de savoir, on peut se penser universel et se tromper. Est-ce que nous avons démontré que les principes de base du contrat social ne sont pas universels? Voilà. C'est autre Alors, chose. Qu'il se soit situé, c'était évident. je vous renvoie à une immense littérature de critique du contrat social. Justement, je pense par exemple au contrat racial de Charles Mills, qui justement reprend cette théorie du contrat social là où elle avait été laissée. Je pense au contrat sexuel de Carol Patman, avec toute une littérature sur cette question-là. Oui, le contrat social a été et est toujours un contrat social qui exclut et qui, avec ce sujet autonome, le sujet cartésien, je pense, dont je suis le maître de la nature, je suis le maître de mon corps, je suis le maître et je n'ai aucune dépendance à l'égard de qui que ce soit. Une pensée abstraite. Voilà, une pensée complète. Eh bien, c'est le problème, c'est cette pensée abstraite justement, parce que l'état d'exception, si on revient à notre point initial, cet état d'exception, il n'est pas une abstraction pour les personnes qui vivent en France, qui sont des personnes racisées, par exemple, qui sont des personnes issues de l'immigration, qui vivent la réalité de cet état d'exception. Et en plus, donc c'est Michel Foucault qui parlait très bien de cela, évidemment, et qui parlait notamment du colonialisme interne, c'est-à-dire que il y a il y a évidemment une colonisation qui a été au cœur de nos États-nations occidentaux, qui a permis de former ces États-nations-là et de les enrichir. Mais ce colonialisme, il est revenu en métropole aussi. Donc il y a une forme de colonialisme interne et ce sont les exclus du contrat social qui le vivent dans leur chair. Et c'est la raison pour laquelle dans mes travaux, j'appelle justement à ne pas essentialiser les régimes politiques à une seule caractéristique. C'est-à-dire qu'un même régime politique
est toujours en quelque sorte une forme de régime d'apartheid. Il y a les inclus, les exclus, et ce qui peut être intéressant, c'est de s'intéresser à la manière dont cette frontière fluctue. Certains sont en dictature, d'autres sont en démocratie. Et c'est la grande histoire de la lutte pour l'émancipation des femmes, des personnes racisées, des Au personnes nom de en l'universel. situation de handicap. Donc l'universel n'est pas seulement excluant, puisqu'il est aussi le moteur de l'inclusion. Eh bien, justement, c'est justement exactement là où nous allons avec cette discussion. Pendant très longtemps, on a pensé que avec cet universalisme, on pourrait arriver avec cet universalisme proclamé, on pourrait arriver à un universalisme réel. Et c'était la grande promesse de la modernité occidentale. Ben oui. Et c'était la promesse à laquelle se sont accrochés aussi les États du monde entier qui ont voulu adopter ce modèle-là. Toute la décolonisation est faite Absolument. exactement en fonction de Absolument. cette idée. Et justement, aujourd'hui, la période charnière dans laquelle nous nous trouvons est celle d'une prise de conscience que c'est impossible. Parce que fondamentalement, de façon ignorante, de façon structurelle, cette promesse-là ne peut exister que par l'exclusion. Ah, Et je pense que alors, c'est vraiment à ce niveau-là que se situe la grande crise de ce récit-là, du libéralisme qui pourra toujours, et des libertés, des droits et libertés qui pourront toujours s'étendre, parce qu'en fait, il y a des contradictions, c'est des rapports de classe, des rapports antagonistes qui ne pourront pas être résolus. dans votre raisonnement, par exemple, la décolonisation eût été impossible. La décolonisation est possible, si bien sûr. Mais alors, où se situe la limite, où se situe la frontière de cet impossible? On ne la voit pas, puisque nous avons affaire à une dynamique où c'est un universalisme abstrait, c'est bel et bien, depuis quand même 3-4 siècles, concrétisé laborieusement, conflictuellement, mais c'est concrétisé dans un système de plus en plus incluant. Absolument. Bon. Et Donc, au nom de quoi justifier l'impossibilité de l'extension complète de cet universalisme? C'est là où je ne comprends pas le raisonnement. eh bien, c'est exactement le même raisonnement qu'avec l'idée de l'état de droit, de l'état d'exception. Est-ce qu'un état de droit peut survivre sans état d'exception? Donc, La en réponse fait, vous que... avez une théorie radicalement pessimiste, en fait. Non, justement, parce que c'est là qu'intervient l'imaginaire ensuite. Ah, Mais et si nous n'avons que l'imaginaire comme seule issue, nous sommes mal partis. non, justement, c'est extrêmement prometteur. Et ce sont mes travaux sur l'histoire de l'état de droit et l'histoire de l'état d'exception. Moi-même, je n'étais pas convaincue par cette hypothèse de travail au départ, et c'est à mon plus grand désarroi que j'en suis venue à cette conclusion-là, que l'état de droit ne peut pas exister sans l'état d'exception, c'est-à-dire que l'état de droit prévoit toujours sa propre suspension et c'est le moyen de son extension. Et c'est ce que l'histoire nous enseigne. C'est ce que l'histoire nous enseigne depuis plus de 200 ans. Et Et nous enseigne plutôt le contraire. Si vous me permettez, le constat, c'est la dynamique du recul des exclusions de tout genre, qui n'est pas un mouvement abouti, qui est loin de son terme, certainement. Mais la dynamique, elle va très clairement dans ce sens-là. si nous prenons par exemple la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui a été adoptée en 1950, le grand récit auquel nous sommes priés de bien vouloir adhérer, c'est que nous avons une extension générale des droits et libertés à l'ensemble des populations, en particulier depuis la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y aurait eu cette grande prise de conscience avec les totalitarismes. Et donc, c'est le moment où l'ONU est créée et nous avons des nouvelles règles communes et les constitutions du monde entier deviennent de plus en plus libérales, proclament des libertés. Nous avons des juridictions constitutionnelles qui sont créées pour garantir ces libertés. Donc, c'est une fable qui, si elle avait pu exister, véritablement aurait été très, très prometteuse, justement. Mais que constate-t-on lorsque on se penche sur les travaux juridiques? C'est qu'au contraire, la condition de l'exclusion a toujours été la condition posée avant l'extension des droits et libertés. Donc, je reprends mon exemple de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Au moment des années 40, à la fin des années 40, au moment où on est en train de rédiger cet acte juridique qui sera ensuite
l'une des matrices de l'ensemble de notre droit international des droits humains, eh bien les Britanniques sont en pleine guerre de décolonisation, comme les Français d'ailleurs. Et je rappelle à cet égard que la fable qui dit que après la Seconde Guerre mondiale, les empires coloniaux se sont dit ah on va donner la liberté, on va décoloniser, c'est évidemment faux puisqu'après la Seconde Guerre mondiale, au contraire, c'est le grand moment de recolonisation par les empires coloniaux de ces colonies qui avaient réussi pendant la Seconde Guerre mondiale à acquérir une forme d'indépendance. Donc nous avons ces grandes révoltes coloniales qui sillonnent l'ensemble des empires britanniques français et les Britanniques décident de mettre en place des états d'urgence, de diffuser des états d'urgence dans leur colonie pour mater les révoltes coloniales, pour se soustraire au droit de la guerre qui dans le même temps est en train d'être généralisé. Et d'ailleurs, ça renvoie aussi à ce qui s'est passé avec l'Algérie. Et c'est seulement à la condition que nous appliquions dans notre droit international des droits humains une clause coloniale, c'est-à-dire une clause qui permette de suspendre la protection des droits et libertés aux colonies, que le Royaume-Uni a accepté de signer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons cette Convention européenne que la France n'a signée qu'après avoir décolonisé, non pas l'ensemble de son empire, parce que l'ensemble de l'empire n'est pas encore décolonisé, mais la grande majorité de ces colonies, en particulier d'Afrique. Donc dans la Convention européenne des droits de l'homme, comme dans l'ensemble des conventions de droit international des droits humains, y compris la Convention pour la suppression du crime de génocide de 1948, il y a une clause coloniale qui permet aux empires de suspendre l'empire de la protection pour certaines catégories de population. Non seulement ça, mais il y a aussi une clause d'état d'urgence qui permet de suspendre la protection en cas de crise. L'exemple me paraît très mauvais entre nous parce que ce texte de 1950 est typiquement un texte de la guerre froide où c'est un argument propagandiste contre l'Union soviétique dans le moment où du rideau de fer, du conflit ouvert sur le continent européen entre l'Ouest et l'Est communiste. Donc, prêter une signification profonde à un texte d'opportunité, on utilise le droit comme une arme de propagande. D'ailleurs, le droit international a souvent eu cette fonction-là à travers l'histoire, et là, c'est un cas particulièrement vérifié. Et j'observe que les clauses que vous dites, qui existent, effectivement, c'est le point de fait, vous avez absolument raison, n'ont rien empêché quant à la décolonisation de se produire, décolonisation qui a été tragiquement parasitée, on peut le dire, par précisément le conflit de la guerre froide, puisque l'Union soviétique a instrumentalisé ce qui était son jeu inévitable, les causes de décolonisation, en apportant son soutien par toutes sortes de moyens, et en faisant un argument propagandiste majeur dans son dispositif politique global. Donc, ça n'a rien empêché du tout. C'était de la gesticulation juridique sans portée véritable sur le plan des rapports de force politiques qui se sont révélés au total favorables aux ex-colonisés, dans la grande majorité. Donc, vous voyez, c'est la lecture. Ce qui me pose problème dans votre démarche, par ailleurs très intéressante, mais c'est un débat, c'est le prisme juridique avec lequel vous abordez des situations où tout de même les rapports de force les plus basiques, économiques, politiques, sont déterminants. Et dans le cas de la décolonisation, c'est un épisode typique. C'est que finalement, on n'a rien empêché du tout avec des armes du droit. Justement, ça me permet de rebondir sur la question de l'universalisme possible. Est-ce qu'on peut avoir une extension permanente des droits et libertés qui permettent d'arriver à une égalité parfaite? L'égalité parfaite étant en tout cas une égalité c'est-à-dire vraie. pas d'exclusion. C'est-à-dire pas d'exclusion. Un droit qui ne produise pas, une protection qui ne produise pas son exclusion. Cet exemple nous est donné par le droit international public et notamment par le droit international humanitaire, c'est-à-dire le droit international de la guerre. Est-ce qu'on peut imaginer un droit international humanitaire qui s'applique également à tous,
à tous les États du monde de façon égalitaire. C'est la promesse. Et le test, il est devant nous aujourd'hui avec la Cour pénale internationale, qui était ce grand projet, justement, qui visait à mettre à égalité toutes les nations du monde entier, avec la possibilité d'émettre des mandats d'arrêt contre des dirigeants en exercice et de les emprisonner. Donc justement, d'avoir cette force exécutoire du droit international public qui a toujours manqué. Avec, avec la Et qui le manquera test toujours. avec le test qui est devant nous aujourd'hui, qui est celui justement du moment même où on a un mandat de la Cour pénale internationale contre monsieur Benyamin Netanyahou, les États comme la France décident de se soustraire aux grands idéaux qu'ils avaient proclamés. Donc on voit que lorsque, en effet, ce droit international public, ce droit international humanitaire vise à s'extraire de l'hégémonie occidentale pour s'appliquer, pour punir des dirigeants qui sont considérés, bon, on pourrait, alors c'est une autre discussion, mais qui en tout cas se considèrent eux-mêmes comme faisant partie de la civilisation occidentale. Dans ce cas-là, eh bien, tous les principes sont terminés. Et ce sont les Nations Unies. Les Nations Unies, il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et si demain, l'Assemblée générale des Nations Unies se déclarait constituante, là, si nous avions une sorte de révolution française au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies, est-ce que l'Occident accepterait que le droit international public s'applique à tous de manière égale? La réponse, celle devant laquelle nous sommes aujourd'hui, à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que l'Occident refuse. Et permettez-moi de faire cette analogie avec le contrat social du dominant, des classes dominantes, qui justement, sous couvert de proclamer qu'il accepte d'inclure tout le monde, dès lors que cette inclusion devient palpable, euh, a recours au moyen de l'état d'exception pour s'en extraire, pour s'y soustraire. Et ça, c'est une proposition très abstraite parce que concrètement, on voit que très souvent dans le parcours de nos démocraties, les classes possédantes dont vous parlez sont effectivement mises en défaut et sont obligées d'accepter des concessions qui n'étaient pas dans leur programme initial. C'est très relatif, mais là, sur le terrain du droit international, on mesure une donnée de base de la condition politique que nous sommes obligés d'enregistrer, c'est que l'idéalisation du droit, chose tout à fait sympathique et encouragée, se heurte à une donnée plus primaire qui est le rapport de force et dont le critère ultime reste la possession de moyens supérieurs à ceux de ses contradicteurs. Donc, effectivement, ce qu'on peut dire à propos de cette grande idée d'un droit international effectif qui s'imposerait à tous, c'est que c'était une idée très naïve qui méconnaissait l'inégalité des apports des uns et des autres à cette société globale dont on rêvait l'homogénéité qui n'existait pas. Et donc, in fine, la grande question politique, c'est dans quelle mesure il est possible d'ajuster ces deux ordres de considération que sont, d'une part, les principes universels du droit. Je continue de croire à leur universalité théorique, mais qui ont à s'appliquer sur une matière qui est réfractaire à l'idéal du droit, qui est la réalité de rapport de force à l'intérieur des sociétés et à l'extérieur des sociétés. C'est ce avec quoi nous nous battons dans le monde démocratique. Le monde démocratique, c'est une lutte entre la force et les idéaux du droit. Et donc, à l'échelle internationale, c'est encore beaucoup plus vrai qu'à l'intérieur de communautés politiques qui, en tout cas dans le monde occidental, sont relativement homogènes, de telle sorte que ces rapports de force qui existent sont tempérés par les limites coutumières, pour ainsi dire, qui sont fixées par un état du droit
qui est loin des principes, mais qui codifie suffisamment les rapports sociaux pour éviter la guerre civile. Merci Marcel Gauchet. Eugénie Merriot, vous avez parlé des questions sociales, des classes dominantes et de l'inclusion. Ces problématiques ne sont-elles pas liées également à l'éthique, à la morale? Le pape Benoît XVI, qui a inauguré ce lieu, évoquait en 2005 la nécessité d'une éthique transcendantale pour soutenir une démocratie authentique. Le pape François, quant à lui, critique les démocraties qui ne s'attaquent pas aux inégalités économiques, à l'injustice sociale et qui laissent perdurer des situations indignes pour l'homme. Marcel Gauchet, est-ce que nos démocraties ne manquent pas aussi ou avant tout d'un peu de morale? Bien sûr qu'il nous manque de la morale. Ça ne fait l'ombre d'un doute. Mais la grande question à laquelle nous sommes confrontés, celle que nous évoquons à l'instant, c'est le rapport entre la morale et la politique. La morale qui est plutôt du côté du droit, dans des rapports ambigus mais intéressants à explorer, et puis d'autre part, cet état de fait des sociétés dont nous partons. La démocratie, c'est pas je veux dire, on arrive là devant une question très difficile. En fait, la démocratie, c'est un après-coup. La démocratie serait fondationnelle et voudrait idéalement que les sociétés soient articulées en fonction de principes premiers sur lesquels règne un accord universel. En pratique, cette démarche fondationnelle n'existe pas, sinon utopiquement dans des moments révolutionnaires. On en a eu quand même pas beaucoup d'exemples, mais ça a une portée très limitée. En pratique, la démocratie, c'est l'application à un milieu réfractaire de principes qui essayent de modeler cette réalité réfractaire. Donc, nous manquons de morale, mais jamais la morale ne permettra complètement de manier les données premières de la réalité à laquelle elle s'applique. Voilà la difficulté démocratique par excellence. C'est que, et je dirais que la question que me pose ce genre de propos, qui ont évidemment les bons sentiments pour eux, c'est de méconnaître l'état dont nous partons. Quelle est cette matière première sociale à laquelle il s'agit d'appliquer des principes qu'il est difficile de faire entrer dans les faits? Nous parlons de siècles. Quand nous parlons de démocratie comme nous l'avons fait, c'est un mouvement très lent. Mais d'où partons-nous? Voilà. Nous ne partons pas de principes parfaits, nous partons d'une matière extraordinairement réfractaire. Et précisément, ça a été un peu l'objet de mon travail, c'est de comprendre la nature du point de départ par rapport auquel nous essayons de mettre en œuvre ces idéaux dont le contraste avec l'état de fait est tel qu'il est très facile de protester contre l'état de fait. Ça, c'est l'état endémique, si je puis dire, de la vie démocratique depuis 2 siècles, effectivement. Mais la vraie question, pour moi, de l'imagination politique, c'est celle des moyens de réduire cet écart. Si on se contente d'en appeler aux idéaux en réclamant qu'ils s'appliquent directement dans la réalité, on obtient d'ailleurs des résultats, parce que le consensus des peuples, qui est quand même globalement l'enjeu démocratique au-delà de toute procédure politique définie, fonctionne. Il produit des effets. Mais si on veut aller au-delà, ce qu'il faut imaginer, c'est les moyens pratiques de changer la matière sociale première sur laquelle cherchent à s'appliquer ces idéaux qu'on les appelle moraux ou juridiques. Oui, par rapport à la morale, nos philosophies du contrat social sont fondées sur la morale. Ce sont C'est ambigu. dans une certaine mesure, en tout cas à la fin du XVIIe siècle, ce sont les droits naturels, imprescriptibles, et puis peu à peu, ces droits naturels deviennent des droits institués par le contrat social. Mais en tout cas, on est dans cette continuité-là, avec Kant aussi, l'impératif catégorique, et jusqu'à Rawls d'ailleurs, avec son contrat social derrière le voile d'ignorance. En fait, il y a cette idée de principe que nous pourrions, de principes universels sur lesquels nous pourrions nous mettre d'accord.
Et l'idée de l'imaginaire constituant, du pouvoir constituant, vient puiser dans autre chose, quelque chose qui nous parle de participation. Je voudrais revenir sur mon point sur le droit international. En fait, pourquoi est-ce que le droit international, il a toujours été d'application duale, c'est-à-dire qu'il a toujours protégé ceux qui étaient considérés comme faisant partie de la civilisation pour dominer ceux qui étaient considérés comme faisant partie de la barbarie. Et c'est toute l'histoire du droit international depuis le XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ceux qui ont élaboré le droit international était une partie très très restreinte de l'humanité, c'est-à-dire au départ les Européens qui ont créé le Jus Publicum Europaeum. Et donc ces grands principes abstraits n'étaient qu'un moyen de masquer des intérêts. Et c'est là Exprimé très bien, très librement par ailleurs. qui c'est d'ailleurs dans un de mes livres, Géopolitique de l'état d'exception, j'ai beaucoup de citations justement de tous ces juristes qui prônaient très, très directement l'application duale du droit, c'est-à-dire barbarie pour les uns, pour les barbares et droit international protecteur pour les civilisés. Bon, donc ça c'est Il n'y très avait même pas de mensonge. voilà, ça c'est très, très clair. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans l'idée, de la participation, c'est qu'à partir du moment où on a une participation égalitaire à la réalisation du contrat social ou à la production du droit, des principes sur lesquels nous allons ensemble nous mettre d'accord, là, on peut imaginer un contrat social qui bénéficie à tous sans avoir recours à des principes de morale abstraits dont l'histoire nous a prouvé qu'ils étaient en général le savoir situé du dominant, qui permettait la perpétuation de sa propre domination. Donc encore une fois, on pourrait imaginer de créer de façon non pas via l'élitisme libéral, mais via d'autres projets de société qui peuvent être socialistes, qui peuvent être anarchistes, qui peuvent être de toute forme possible, mais en tout cas qui sortent de cette idée libérale du dominant, de l'élu, du plus intelligent, du méritant, etc., pour avoir des contrats sociaux véritablement participatifs et qui permettent d'ailleurs de créer des sociétés qui peuvent être très différentes, mais en tout cas qui sont fondées sur la participation égale de tous à l'élaboration de règles communes. Donc, si je vous entends bien, vous reconnaissez l'universalité pratique possible du droit, des idéaux du droit. Donc, c'est pourquoi j'ai du mal à cerner exactement le point, mais il me semble que vous êtes dans une contradiction, puisque vous posez l'impossibilité d'une... Dans le contrat libéral, dans le contrat social libéral, je Mais pose quel autre contrat social Eh bien, possible? justement, il faut en produire d'autres et je vous ai donné déjà quelques exemples. Ce qui compte, en fait, le problème fondamental du libéralisme politique, c'est qu'il est la voix de quelques-uns. Et il est pensé structurellement comme ça. Écoutez, il a été pensé structurellement comme ça au départ, Mhm. c'est certain. Le fait est que les dominés, que les exclus s'y sont reconnus et l'histoire de la décolonisation est pour moi Oui. paradigmatique. Ils ont fait appel aux principes des colonisateurs pour les retourner contre eux. C'est ça l'histoire de la décolonisation philosophiquement parlant. Concrètement, c'est encore un autre problème. Mais, donc, il y a bel et bien ces principes ont une valeur opérationnelle qui transgresse les limites que leurs concepteurs avaient cru pouvoir leur attribuer. Absolument. Et donc, Ah ben oui, donc où est l'impossibilité? eh bien, c'est une question excellente. L'impossibilité, en fait, et donc, si vous me permettez de vous interrompre une seconde, est dans le rapport de force. Mais le rapport de force, il est susceptible d'évoluer. C'est un rapport contingent, c'est-à-dire il est extérieur à la matière dont il s'agit. Ça ne contredit pas les idéaux, ça contredit leur application, ce qui peut être très différent. Oui, et c'est très clair au niveau géopolitique mondial, en effet, où les rapports de force, là, ont clairement basculé en faveur du Sud global. Ben oui. Et en effet, c'est l'une des causes de la crise de la démocratie libérale occidentale, puisque l'Occident s'est forgé ce récit d'avoir ce marqueur identitaire, sa marque de fabrique qui serait la démocratie libérale. Et donc, lorsque le Sud global remet en cause l'hégémonie occidentale libérale, il remet en cause la démocratie libérale, le modèle politique
Heu également. Donc ça, c'est très, très clair. Mais pour revenir à cette question de la contradiction, en fait, c'est évidemment, quand on vient de l'école de pensée critique, et c'est mon cas, y compris, déconstructionniste, marxiste, il y a et la pensée de la contradiction est au cœur et la pensée de la dialectique est au cœur de la manière dont on pense. Donc c'est tout à fait normal de vivre avec ces contradictions et de les penser et d'essayer de trouver, de la matière, de créer à partir de cette contradiction-là. Donc, par exemple, Jusqu'ici, ça n'a pas été très probant. donc par exemple, sur la théorie critique du droit. Et je suis juriste, alors, pardonnez-moi Mais de on a le parler, droit. de parler, de parler de droit, mais la théorie Je n'y vois juridique, aucun inconvénient. la théorie critique du droit dit la chose suivante. Le droit, en effet, comme l'a dit Marx, est un instrument d'oppression au service des dominants et cela découle du fait qu'il y a des rapports de classe, des rapports économiques. Le droit n'est qu'une superstructure visant à légitimer ces rapports et à les naturaliser. Très bien. Mais on peut partir de là et voir que dans le même temps, le droit est un champ de bataille et il peut permettre d'obtenir des victoires. Et c'est toute l'histoire de la... Ce droit à élaborer par les dominants a été approprié par les Justement, dominés. absolument. Tout à Alors, fait. Mais justement, la crise dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est parce que nous atteignons les limites de cette appropriation. Et on le voit avec les exemples que j'ai déjà mentionnés, notamment avec la CPI, notamment oui, avec non l'état mais, d'exception. non mais vous C'est-à-dire ne que pensez pas, question, c'est une question. Est-ce que cette exception que vous avez relevée de façon tout à fait juste, de la CPI est quelque chose de contingent qui tient à un rapport de force, à l'embarras très concret d'un certain nombre de gouvernements, sans oublier un nombre très significatif de puissances globales ont refusé d'adhérer. bien sûr. Hein. Donc, ils avaient entrevu le genre de conséquences que ça pouvait les emmener, et pas qu'occidentales. Bien sûr. Il y en a des non-occidentales qui n'ont pas plus envie d'entrer dans ce système. Les États-Unis, la Chine, Bah oui, bien sûr. c'est-à-dire les principales puissances du monde. Absolument. Donc, on est dans un espace un peu particulier. C'est un peu, si je puis dire, il y a les gros durs et les naïfs, en gros. Hein. C'est comme ça qu'on peut décrire ceux qui étaient capables de mesurer les conséquences que ça pouvait comporter pour eux et ceux qui rêvaient d'un monde idéal auquel, en fait, ils n'étaient pas prêts à se plier. Ça s'appelle de la naïveté, dans le cas français, puisque c'est notre cas commun, on peut le dire. Je crois qu'il y a eu une grande naïveté de la part de nos dirigeants par rapport à leurs possibilités réelles, compte tenu du jeu de leurs alliances, tout simplement. Ils pouvaient se douter qu'un jour ou l'autre, ils seraient mis en difficulté. Il y avait une anticipation qui a un peu fait défaut. S'ils auraient dû, ils n'auraient jamais dû signer ça, s'ils étaient réalistes au sens banal du terme en politique. L'heure tourne. J'ai une dernière question pour vous, Eugénie Merriot. Vous avez évoqué des alternatives à la démocratie représentative. Quelles sont les pistes qui vous permettent d'être optimiste à ce sujet? Donc la première chose, c'est de sortir du discours selon lequel il n'y a pas d'alternative. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de sortir du discours selon lequel il y a uniquement le régime représentatif qui serait démocratique. Il y a beaucoup d'expériences de démocratie directe dans le monde, juste à côté de nous en Suisse, mais même aux États-Unis. En Californie, on élit les juges. En Californie, on a des référendums très, 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 très fréquemment. Il y a les révocations. Donc, tout existe déjà, tout est déjà là. On a des expériences historiques dans la commune. On a aujourd'hui la redécouverte de nombreuses sociétés qu'on pensait incarner le passé de la politique et qu'on érige maintenant en possible futur de la politique. Donc les raisons d'espérer, elles sont multiples. Chaque acteur a son rôle à jouer. Il y a les mouvements sociaux comme les gilets jaunes qui peuvent, dans la pratique, élaborer des nouvelles formes de participation politique, exactement comme ça avait été le cas sous la Révolution française avec cette idée des cahiers de doléances, qui d'ailleurs a été en fait dans une certaine mesure sujette à un coup d'État lorsque on a interdit le mandat impératif par la constituante, donc qui se sont déclarés non plus les mandataires
euh, les mandataires, mais les représentants, donc complètement déliés de la nation et des cahiers de doléances. Donc, on a ces mouvements sociaux d'une part. Il y a ensuite toute l'imagination qui doit être produite par les philosophes, par les historiens, par les juristes, c'est-à-dire penser des nouveaux systèmes. Je pense que ça passe exactement comme pendant les Lumières par la réflexion sur l'autre. C'est-à-dire qu'il faut, comme pendant les Lumières, on a beaucoup réfléchi à partir de la Chine notamment, qui était cette grande civilisation multimillénaire, beaucoup plus en avance que nous sur de nombreux domaines. De la même manière que pendant les Lumières, on a réfléchi à partir de la Chine, je pense que là aussi, on peut réfléchir à partir de la Chine. Non pas parce que la Chine serait notre modèle, notre nouveau modèle. D'ailleurs, ce n'était pas du tout le cas non plus pendant les Lumières, mais parce que ça nous permet de réfléchir différemment, donc de sortir de la pensée libérale qui aujourd'hui est tellement dominante qu'on a plus de mal à imaginer la fin de l'État, la fin du libéralisme politique, que la fin du monde. C'est incroyable tout de même. On pense la fin du monde, mais on ne pense pas la fin du libéralisme et du contrat social libéral. Donc, il y a beaucoup de pistes, mais selon moi, l'obstacle premier, l'obstacle épistémologique, c'est justement cet enfermement dans lequel nous sommes, cet enfermement entre démocratie et dictature, comme s'il s'agissait de deux régimes opposés, alors qu'ils ne sont que les deux faces d'une même pièce. Écoutez, je suis très partisan de l'effort d'imagination. Je suis un peu sceptique sur ces résultats à court terme, hein, par rapport à la situation où nous nous trouvons. Je crois que les démocraties ont affaire plus qu'à un effort d'imagination, à un effort de réflexion sur ce qu'elles sont véritablement et sur les possibilités qui s'offrent à elles d'évoluer. Parce que, au fond, nous avons vécu depuis 2 siècles une phase d'installation brinque-ballante des régimes que nous appelons de démocratie libérale représentative. Je crois qu'il faut bien lier les termes. Mais cette installation s'est faite, et là je rejoins sans peine ce que disait Madame, sur des bases théoriques assez incertaines, assez nébuleuses, au milieu desquelles nous avons à faire un tri, d'abord, entre ce qui est effectif, ce qui est trompeur, ce qui relève du mensonge social pur et simple, lié à des situations de rapport de force. Mais je crois que, en fait, les démocraties ne savent pas très bien ce qu'elles sont. Dans l'histoire humaine, dans le long parcours qui a conduit à la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Et c'est de ce côté-là, me semble-t-il, même si l'imagination peut jouer un rôle constructif très important, elle l'a fait à d'autres reprises dans notre parcours, je crois que nous avons un véritable effort de réflexion par rapport à une routinisation de régime dont on voit que leur entrée dans les mœurs, quand il cesse d'être un idéal pour devenir une réalité opératoire, est très loin de ce qu'on pouvait attendre. Hein. Nous sommes au fond on a assisté à une victoire des principes de la démocratie libérale. C'est conventionnel, vous évoquiez Fukuyama tout à l'heure, il est caractéristique. 1990, la fin du totalitarisme soviétique, et la victoire des démocraties capitalistes, c'est comme ça qu'il faut les appeler en fait, en pratique. Mais c'était le terme d'une phase d'installation de régimes que nous appelons démocratie libérale, dont la réalité est très éloignée dans leur fonctionnement de ce que sont leurs principes de base. Ça, je crois que c'est le point de départ de toute critique pertinente aujourd'hui. Cet écart demeure. Et il faut le penser.
pourquoi cet écart? Et je crois que la théorie réaliste de la démocratie est une arme encore plus efficace de transformation dans la durée que ne le serait cet effort d'imagination qui, par ailleurs, mérite d'être accueilli avec toute l'ouverture d'esprit désirable. Merci infiniment pour cet échange.